Bonjour, bienvenue à mon podcast Gimme a Break World Tour. Aujourd'hui, mon invité, Jean-Michel Dufault. Que dire de Jean-Michel? Un auteur, un animateur, un reporter, un photographe, un réalisateur, un concepteur, un caméraman. Beaucoup de flèches à son arc, beaucoup de cordes. Et aujourd'hui, on est ici pour parler de plusieurs de ses voyages et particulièrement des livres et des endroits qu'il a fait, qui a alimenté ces livres-là. Alors, bienvenue Jean-Michel, merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai plusieurs questions, on va peut-être te prendre off guard parfois, mais bon, je sais que tu es capable, t'es capable de rebondir. Je te demanderai pas aller ou Hublot, parce que je sais que ton blog, il s'appelle hublot.com. Ah ben à vrai dire, il ment mon blog, parce que moi, j'aime mieux aller quand même. J'ai bestiège Hublot parce que je trouve que par le Hublot, on voit le monde. C'est plus sexy à vendre. Mais si j'ai à m'asseoir, j'aime mieux être dans l'allée tout le temps. Ah ouais? Je me sens pogné dans du Hublot. C'est pas une question de vessie. Non, c'est pas une question de vessie, c'est une question d'âge aussi. Je pense que quand t'es enfant, t'aimes vraiment l'Hublot, puis à un moment donné, tu deviens plus âgé, puis tu vas être près de l'allée. Alors, on peut dire depuis une vingtaine d'années que tu gagnes un peu ta vie aussi grâce au voyage. Donc, comment on fait pour passer d'un mode de vie qu'on aime à un gagne-pain ou à gagner ta vie avec ça? Tu disais que tes chroniques pouvaient peut-être augmenter ton pouvoir d'attraction auprès des commanditaires parce que tu avais de l'expérience de voyage. Alors, comment tu fais pour faire financer finalement tes voyages et y tirer ton compte dans le plaisir des pays que tu choisis d'aller et l'aspect plus commercial du fait que tu as quelque chose à transmettre à ton public? Bien, c'est vrai que c'est vraiment plus depuis une vingtaine d'années que j'ai toujours été un voyageur, même avant, là, des années 90, quand j'ai commencé dans le milieu. Mais à un moment donné, j'ai commencé à vouloir faire des projets en lien avec le voyage parce que c'est quelque chose qui était une passion incarnée, qui était sincère, authentique. Et j'ai eu la chance de faire des shows pour Évasion, par exemple, de faire des shows, même des chroniques à l'émission Pour le plaisir à Radio-Canada ou l'émission de Marina, des chroniques voyage. Puis de ça, j'ai développé des contacts dans le milieu du voyage. Puis en 2015, j'ai parti ce blog qui s'appelle Siège Hublot. Et des partenariats, comme même cette année avec la Suisse Tourisme, donc diffuseur de contenu, mais aussi producteur de contenu, ce que j'aime faire, où j'ai une entente commerciale avec la Suisse pour produire des capsules en français et en anglais, qui après ça sont diffusées, par exemple, à Suisse Tourisme au Canada, mais aussi certaines anglaises partout dans le monde. Sur la plateforme de Suisse Tourisme? Oui, de Suisse Tourisme. Okay. Donc, dans le fond, je devenais producteur de contenu. Puis j'ai fait la même chose aussi avec Puebla, qui est un État du Mexique et aussi une ville. Et donc, il me paie comme producteur de contenu. Moi, j'aide à le diffuser aussi un peu au Québec parce que j'ai quand même un mini following, pas énorme, mais quand même. Puis, je produis du contenu. Fait que ça, je trouve que c'est un modèle d'affaires qui est intéressant dans cet âge où on peut vraiment produire à moindre coût, avec une plus petite équipe, faire des projets. Puis, c'est un peu vers ça que je tends. Mais je suis encore dans les médias traditionnels. Bientôt, un nouveau projet avec Canal Évasion. J'en ai fait un l'an dernier. Donc, je suis entre les deux. C'est-à-dire que j'ai encore du média traditionnel, voyage, puis j'ai un peu du nouveau média avec... quand tu te lances dans un projet, c'est parce que tu as fixé une destination puis que tu veux essayer de la faire partager ou si les gens t'approchent pour que tu crées le contenu? Les deux. Pour le contenu, des fois, c'est par moi-même que j'ai goût d'aller à une place, puis là, je contacte. Souvent, c'est des régions du monde où j'ai tellement fait d'affaires avant dans les médias traditionnels que c'est facile, après ça, d'établir des contacts puis de faire de quoi. Mais des fois, ce milieu-là, un peu la vieille école, c'est-à-dire qu'ils vont payer pour les voyages de presse, mais ils vont pas payer pour le contenu. Alors moi, ce que j'essaie de faire de plus en plus, comme j'ai fait avec la Suisse, qui est un bel exemple, selon moi, d'un beau modèle, c'est-à-dire que tu sais, on est parti à deux, puis on a fait une qualité qui est vraiment une bonne qualité. Je suis parti avec un gars de Trois-Rivières qui est blogueur également, qui s'appelle Benoît Chamberlain, qui est un grand voyageur. Mais tu sais, un WizKid de 30 ans, là, comme ton équipe ici, qui part avec sa caméra, son drone. En 2 minutes, son drone est dans les airs. Il regarde s'il a le droit avec son application, puis tout ça. Puis donc, à moindre coût, on a réussi à faire des capsules qui sont de qualité, selon moi, professionnelle, de très bonne qualité.
Puis la Suisse, finalement, est gagnante parce que j'ai fait des trucs en français et en anglais, présenter les cantons, présenter le système de transport public. Tu reprends la même séquence en anglais? En double shooting, comme on dit. Ouais, donc, on essaie d'être le plus raccord. C'est pas sous-titré, là? Non, vraiment en français et en anglais. J'ai étudié mon anglais n'est pas parfait, mais quand même pas mal. J'ai étudié à McGill, puis je considère que je suis capable de parler anglais. Tu es capable de parler le français suisse? Oui, un peu. Ils parlent comme ça. Ils sont chantants. Ils viennent du Valais. Donc ce genre de modèle-là, c'est ce que j'aimerais développer dans les prochaines années. Mais j'ai encore un pied dans les médias traditionnels. Comme je te dis, j'ai un beau... je peux pas trop en parler, mais j'ai un beau projet avec Évasion en Asie là, qui va se tourner cet été. Donc, voilà. Bon, good. On sait que tu es un épicurien, puis là, le mot épicurien est des fois galvaudé parce que on l'associe généralement à la bouffe, mais c'est la recherche du plaisir, mais notamment par la bouffe, et non limitativement, comme diraient les avocats. Ça t'a amené à faire quelques livres. Un des livres que j'ai trouvé intéressant, qui s'appelle Café, en 2015, où tu as fait le tour du monde pour chercher le meilleur café. J'ai trouvé ça un petit peu incongru, là, mais je me disais, il y a des photos, c'est intéressant. Qu'est-ce qui t'a fait focusser sur le café? C'est-tu que tu en prends 14 par jour puis tu veux trouver le meilleur au monde? Ou? C'est drôle parce que le café, même... moi, j'ai découvert le café tard. Tu sais, des gars à l'université, ils buvaient du café. Moi, je n'étais pas café jeune. Puis quand le phénomène des cafés troisième vague, les cafés indépendants, les cafés artisans, third wave coffee qu'on appelle en anglais, est apparu à la fin des années 2000. Pas tant. L'équitable rentre là-dedans aussi, mais c'est un peu l'équivalent de la microbrasserie pour la bière. C'est-à-dire de pas le gros truc, mais de la qualité totale. La bonne machine italienne qui fait le café, un vrai barista, quelqu'un qui sait préparer le lait, parce que des fois, tu vas dans des endroits où ils ont des belles machines, mais les gens ne savent pas préparer le café de la bonne façon. Quand ça est apparu, fin des années 2000 à Montréal, ça a commencé à... Puis moi, je voyageais beaucoup à ce moment-là. Pour l'émission Pour le plaisir, je voyageais surtout aux États-Unis. Puis je voyais ce phénomène-là. C'est pas là que tu as trouvé le meilleur café. Non, mais il y a commencé... il y en a ailleurs. Il commençait à avoir ce phénomène de cette troisième vague qu'on dit qui est né avec Blue Bottle à San Francisco, aux États-Unis, puis que ça a commencé à faire des petits. Mais je me suis dit, il y a un phénomène. Puis moi, j'ai commencé à vraiment apprécier le café à ce moment-là. Je suis pas un puriste parce que moi, j'aime ça avec du lait. Au début, je prenais un assez grand latte. Là, après ça, plus cappuccino. Maintenant, je suis plus cortado, moins de lait, qu'il y ait vraiment le goût du café. Mais j'aime le mélange du lait chaud et du café. Donc, je voyais ce phénomène qui se passait. Puis je trouvais que c'était une bonne porte d'entrée pour parler de voyage parce que un café, c'est démocratique. Partout sur la planète, on boit du café, peu importe la religion, c'est pas de l'alcool. Et c'est une clé d'entrée souvent dans une ville, dans un quartier émergent, un quartier branché. Puis je voulais dans ce livre-là qu'il y ait le café historique, qu'il y ait le café traditionnel, mais qu'il y ait aussi le café émergent, café nouvelle vague, troisième vague. Et je trouvais que c'était comme le fun de faire un petit livre. À vrai dire, quand je suis allé voir les éditions Cardinal, j'avais une idée assez modeste de petit guide très simple. Puis finalement... Antoine Ross-Trempe, quand il a vu mon projet, il a dit, il me semble qu'on pourrait faire quelque chose de plus ambitieux, un peu un coffee table book, justement. Et puis, c'est ça, c'est d'où est née l'idée. Donc, c'était vraiment chaque ville, chaque endroit que j'ai visité, un café que j'ai aimé, puis qui fait découvrir la ville à travers ce café-là et surtout un quartier à travers ce café. OK, fait que c'est le prétexte pour présenter des destinations. Oui, surtout ça, à vrai dire. Mais c'est pas ça. Sur l'origine du café ou les places où ils font le Arabica ou la Colombie, l'Indonésie. Je fais des blagues, je suis pas tant spécialiste du gars qui va humer le café en Colombie. Moi, quand je vais chez Disneyland, je veux pas savoir qu'il y a quelqu'un dans Donald Duck. Ah non? Je suis le fan. Les animatronics. C'est vraiment l'expérience client que tout le monde peut connaître, c'est-à-dire je voulais pas aller de l'autre bord du comptoir, c'est pas ma spécialité. Okay. Mais l'expérience client, je considère que je suis pas pire. Tu sais, même maintenant, je vais dans un café puis juste à entendre le lait, comment il est préparé, je peux te dire si le café va être bon ou non. Tu sais, quand quelqu'un fait le cappuccino... Tu as acheté une machine là, pour faire... J'ai une bonne machine, là. J'ai une Rocket Expresso qui est vraiment... Tu sais, des gars
C'est Milan, mais c'est un Italien et un ancien cycliste australien. Rocket, vous irez voir ça, là, c'est comme dans les bonnes machines italiennes. Alors, vous pouvez aussi... Mais ça fait plaisir. Bon, mais vous pouvez acheter, disponible dans toute librairie près de chez vous, acheter d'un libraire local. Voilà. Alors, Café en 2005. En 2008, tu as sorti un livre qui s'appelait Voyage. Parle-moi donc ce qui t'a alimenté là-dedans. Ben, 2008, c'est mon premier. Ça fait quand même... Je trouve que c'est le moins achevé. C'est intéressant, mais il est plus inégal. C'était un peu l'idée de... J'avais plusieurs photos, je trouvais qu'il y avait quelque chose peut-être à raconter. Fait que j'avais quatre angles, les gens, les paysages, l'architecture et les hôtels, parce que j'avais un intérêt pour les hôtels aussi. En 2000, avec un ami François, on avait une série sur les plus beaux hôtels dans le monde, puis ça m'avait ouvert un peu à ça. Ça, j'avais vu cette série-là. J'étais un peu jaloux, je te dirais. Oui, top 10 il y a en quelqu'un Thaïlande. qui paye ses hôtels, puis lui, il fait le tour du monde dans les plus beaux hôtels. En 2000, il y a déjà 22 ans, Thaïlande, Bali, New York, Polynésie française et le Québec. C'était un peu les destinations que les Français, parce que c'était par Universal Europe, mais le marché européen, mais surtout français, donc les destinations, ils vont le plus souvent. Puis c'était le début aussi des boutiques hôtels, des design hôtels. C'est avant qu'on voit, on ne dira pas le canal, mais des tout inclus où ils disent voici le buffet, voici la plage, voici les 3 piscines ici. C'est du insipide, là, mais là, toi, c'était comme un peu plus... Il y avait quand même 10 hôtels, mais il y avait 9 blocs entre les hôtels où je dis toujours, je ne favorise pas le tourisme paresseux. Sortez de votre chambre, sortez de votre hôtel, allez vous mixer à la culture locale, aux traditions. Etc. Après ça, je pense, en fait, tu as commencé à t'enligner sur une façon de voyager un peu plus différente qu'on appelle aujourd'hui, puis qui est très à la mode, le slow travel. Le voyage lent. Non, je pense qu'on peut le dire comme ça. Voyage lent, où là, tu as un certain délai, tu dois apprivoiser le lieu, tu dois avoir une immersion un peu plus d'osmose avec la vibe du lieu. Soit urbain, soit campagne, peu importe. Mais il y a quand même une façon de voir que les gens perçoivent ça comme étant, je ne dirais pas équitable, mais plus durable, dans le sens qu'on encourage le local, on vit un peu comme à l'époque l'émission Voyager autrement, où on allait moins dans le tourisme de masse. Oui. Je te dis pas qu'il ne peut pas avoir du slow travel à Paris, mais c'est pas le premier réflexe qu'on a en pensant au slow travel. Pour toi, le slow travel, c'est-tu l'Asie? Y a-tu quelque chose que tu assimiles plus rapidement ou plus facilement dans ta tête avec une place où on doit faire du slow travel? Ben, je pense que c'est aussi en lien avec l'âge. Tu sais, j'en ai fait justement dans mon dernier livre... je vais y venir. Mon année à l'étranger, ben, j'en parle, mais pour moi, le slow travel, il y a un peu quand même l'âge, parce que je pense que quand on est jeune, on veut tout voir. Tu sais. Il y a un danger de vouloir être partout, on est nulle part. Tu sais, dans le faire rapidement ou dans le faire rapidement, puis voir. Tu sais, on a le fameux bucket list, je vais aller là, je vais faire ça, je vais faire ça. Finalement, des fois, on se fatigue, des fois, on voit tout, mais on ne s'est pas vraiment imprégné. On a vu un peu la carte postale, on a vu des classiques, les incontournables, mais le vrai feeling de se poser, tout ça. Puis donc, moi, c'est assez récent, mais je pense en lien avec la cinquantaine, en lien de dire à un moment donné, on a toujours le fameux FOMO, le fear of missing out, la peur de manquer quelque chose, mais je pense que quand les années passent, on se sent moins mal de dire je vais pas tout voir, mais je vais vraiment relaxer, essayer de me coller au rythme local, puis à vivre le voyage autrement et d'en faire moins, mais d'en faire mieux. C'est un peu ça. Je pense que c'est dans un de tes livres, on dit, où tu dis, j'aimerais ça, j'ai commencé à vouloir aller là où les autres ne vont pas. Pas nécessairement dans la même séquence que le slow travel, mais de sortir un peu des sentiers battus. C'est où les autres vont pas? Bien, après ça, il y a des gens qui vont vraiment à des endroits bien plus exotiques que moi. Mais dans des pays, par exemple, des villes, des fois laissées pour compte, tu sais, je dis toujours qu'en Italie, puis je dis pas ça pour faire mon malin ou faire avoir l'air intéressant, mais tu sais, j'aime... Mes 2 villes préférées d'Italie, c'est Gênes puis Turin, qui sont pas dans les listes des gens qui vont dire, ben non, Florence, formidable. C'est pas le réflexe premier. C'est pas le réflexe premier. Mais il est sincère, ce réflexe de mon côté, parce que oui, Venise est extraordinaire, mais
en été, il y a trop de monde, les prix sont trop élevés, le serveur, il s'en fout un peu de son sourire parce que le lendemain, il sait y a son coperto, puis il y a son pourboire. Exactement, puis il sait que le lendemain, il y aura un autre autobus qui va arriver, puis un autre bateau qui va arriver. Il y a comme un côté Disneyland pour adultes que je dis. Mais des villes où il y a moins de touristes, par exemple, pour l'Italie, Modène, je dis Bologne, Turin, Gênes, il y a une Italie authentique. Le rapport avec le local est plus sincère parce qu'ils sont pas tannés de te voir. L'équilibre aussi, c'est comme la pollution, l'équilibre entre trop de touristes, les services pour le tourisme, mais pas trop de touristes. Il faut qu'ils soient fins. Puis dans ces villes-là, je trouve qu'il est là. Puis il y a d'autres endroits dans le monde, mais je trouve que tu as un exemple. Mais donc, moi, j'ai vraiment un vrai plaisir des fois qui sont... ce qu'on appelle les deuxièmes villes ou pas les évidences. Ben moi, je trouve que l'expérience de voyageur, elle est vraiment le fun dans ce temps-là. J'ai un vrai plaisir dans ça. Est-ce que tu fais ça après quand même avoir vu Rome, Venise, Milan? Quand même, tu as raison. Mais j'approfondis plus ces villes, les mal-aimées ou les ugly ducklings, les villes qui n'ont pas la meilleure réputation, mais je trouve toujours qu'il y a quelque chose d'intéressant. Tu sais, même au Vietnam, je suis allé au Vietnam, puis finalement, mon coup de cœur, ça a été Da Nang, qui n'est pas la ville, qui est Hoi An n'est pas loin. Hoi An est super joli, mais Hoi An est trop touristique. Ho Chi Minh puis Hanoï, trop gros, trop intimidant, trop. Mais Da Nang, je trouve c'est que... comme de 220 mots. Ah oui, c'est fou, mais tu le sais. Puis là, t'es là, puis la pollution, puis le monde, puis le bruit. Mais Da Nang, je trouvais que c'était comme parfait, tu sais, c'est comme... Puis c'est pas la plus jolie. C'est pas l'image d'Épinal qu'on se fait du Vietnam avec... Tu sais, c'est pas la plus jolie de la ville, mais la qualité de vie, le feeling que j'avais là, ça s'explique pas. Mais après l'électrochoc de Ho Chi Minh ou de Hanoï. Oui, il y a ça. C'est drôle que tu parles de ça, parce que j'ai un ami qui est décédé maintenant, mais qui est un grand voyageur. Il avait fait 220 pays et territoires, à peu près, là. Et lui avait considéré cette façon de voyager-là il y a longtemps, et c'est un savant, là, quand même, il avait créé un algorithme où il prenait le produit intérieur brut d'un pays en tourisme avec le dépense per capita, le nombre de visiteurs dans une ville, mettons Paris ou Barcelone ou je sais pas quoi. Et là, il savait qu'il y avait un ratio, puis ça finissait avec une cote de 1 à 10, là, puis il savait qu'à 7, si tous les paramètres économétriques qu'il mettait dans sa formule, puis ben, c'est ça, il arrivait à 7, c'était l'heure où le gars de café, comme tu dis tantôt, il t'envoie promener parce que c'est pas toi, c'est un autre. Hey, alors, c'est intéressant, mais c'est... Et ça, il disait ça, c'est son indice de saturation touristique qui fait en sorte que il n'y a plus d'intérêt à lui aller là. Il veut être là avant, il l'a vu, etc. Mais quand une ville arrive à ce degré-là, où là, ça devient la destination du moment, la destination populaire, toutes les agences de voyage organisent des tours, les autobus arrivent, puis il dit là, l'offre puis la demande, c'est que le café, le gars, peu importe c'est qui, il va te le garocher dans la table. Alors que tu n'auras pas le intuitu personae, comme on dit en latin, la relation humaine, le human touch, que tu vas avoir dans une ville en périphérie ou plus remote. Ou moins connu. Ou on a des préjugés. Par exemple, Turin est une ville où les gens pensent ville du Nord, ville triste, ancienne ville de Fiat. Gênes, c'est une grosse ville portuaire. Moi, j'ai pas aimé ça. Gênes, à part que Christophe Colomb est parti de là. C'est drôle, mais moi, j'ai aimé ça. Moi, j'aime justement parce que là, tu sens qu'elle est en train de renaître. Malaga est la même chose en Espagne. Et c'est des villes qui sont pas parfaites, mais il est en train de se passer de quoi. Mais Gênes, ils l'ont un peu magané avec l'autoroute qui passe au bord de la mer. Mais il y a le vieux Gênes à l'intérieur. Ça a été une ville très riche. Il y a des coins. On tournera ensemble. Mais ce que tu dis, c'est intéressant sur ton ami savant. Mais moi, je dis aussi la théorie du cordonnier. Maintenant, tu vas dans une place, il n'y a pas de cordonnier. Ça veut dire que l'équilibre, il n'est pas là. Il n'y a pas de truc pour les locaux. Dubrovnik est un exemple de ville qui est presque, depuis surtout Game of Thrones, c'est des gelaterias. Les croisières. Puis, les croisières arrivent. L'été, c'est 5 000, 10 000 personnes qui débarquent. Fait que là, t'as l'impression, comme je dis, d'être dans un Disneyland pour adultes. T'es là en randonnion, tout le monde a la pizza, puis ça. Mais la vraie vie locale des Croates, t'en sens pas parce que c'est victime de son succès. Mais cela dit, je boude pas mon plaisir. Bien sûr, Florence, c'est extraordinaire. Mais dans ce temps-là, je suis sûr que tu as le même réflexe. Vas-y hors saison. Venise, vas-y hors saison. Moi, je vais souvent hors saison. Puis c'est sûr que c'est mieux. D'abord, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Il y a moins de monde. En Asie, tu as une chance de mousson. Oui, c'est ça. Il faut que tu calcules quand même avec la météo. Parce que tu ne veux pas être là dans le temps des typhons. Tu parles du nord de l'Italie. Moi, je vois une grosse différence. C'est comme si c'était deux écosystèmes. Tu as le nord, c'est des escalopes de veau, les montagnes. C'est comme les grands vins, etc. Tu arrives en bas.
c'est plus relax and lay back, des grillades, des poissons. Oui. C'est comme Mais c'est deux pays. complètement À l'autre l'origine, pays. c'est deux pays. Ouais. Ils disent que même ils n'ont pas fait la Coupe du monde du Qatar, là. Puis il y a eu des tensions dans l'équipe, puis ils disent que c'est le sud puis le nord, là, que ça s'entendait pas comme à l'époque, là, avant la réunification. Mais t'aimes quel pays? T'aimes le sud aussi? Mais je m'en vais, tu vois, je m'en vais aux Pouilles pour la première fois de ma vie ok. cet été, là, au mois d'août, je m'en vais à Puglia, que je ne connais pas du tout. Moi, c'est un pays que j'ai extraordinaire, l'Italie. Tu sais, je veux dire, c'est un lieu commun, mais moi, je dis, on la trifecta du voyageur pour moi. Je sais que j'aurai un bon café peu importe où. Même sur le bord de l'autoroute, le café va être bon, en Italie. Il y aura de la bonne bouffe, on mange bien, puis il y aura du bon vin. Fait que qu'est-ce que tu veux de plus? La seule chose que je donne aux Tu vas Français... aller faire ton coq dans les Pouilles. C'est ça? Voilà. Mais la seule chose que les Français ont, n'ont pas, je pense, les desserts. La France, pour moi, les desserts sont top. Et aussi tout ce qui est pain, latitude aussi, mais tu sais, croissant, tout ça, les Français, on va leur donner. Bon. Il y a 2 autres livres que je veux te parler. Un que je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai lu ça. 300 raisons d'aimer Toronto. Enfin, j'ai pas de questions. T'as un commentaire? À part les Maple Leafs de Toronto, Non, mais ça aussi, c'est je pense qu'est-ce que tu peux trouver 300 affaires à aimer Toronto? Tous mes amis sont comme, comment t'as fait pour tout et toi? Non, mais je pense que c'est une ville qui est... T'as pas pu arrêter à 100, quoi? Le concept du livre de Marie-Joëlle Parent, c'est 300 raisons. Puis, c'était dans une année où j'avais le goût de participer à la collection. Je voulais faire quelque chose de quand même faisable. Je connais Toronto depuis 25 ans. J'ai vu changer. Combien de temps faire ça? Ça a quasiment pris 1 an parce que j'y allais tous les mois. Pendant 1 an, tous les mois, j'y allais. Là, parce que j'avais mon expérience de 25 ans, mais là, je voulais que ça soit actuel, que ça ne soit pas basé sur des impressions de 20 ans, 15 ans, 10 ans ou 5 ans. Donc, à tous les mois, je louais un appartement pendant 1 an. Puis de vraiment éplucher les quartiers. Puis c'est une ville... T'as qu'à chaque voyage, mettons, tu faisais la distillerie, tu faisais un quartier, puis tu as colligé tout ça. Ouais, puis j'ai en faire un livre, puis de voir un peu les incontournables à tous les niveaux. Puis je trouve que on a beaucoup de préjugés sur Toronto. Mais dans le temps, il fermait à 11 h. Oui, c'est ça qu'on disait. Là. Oui, il disait... Dans le temps Montréal était la métropole. Voilà. Puis dans le temps qu'on disait... on faisait le gag, ils disent pas « Thank God it's Friday », ils disaient « Thank God it's Monday ». Parce qu'il n'y avait rien à faire le week-end. C'était content de travailler. Mais je pense que c'est une ville qui a beaucoup à offrir. Il n'y a pas l'âme de Montréal. C'est sûr que Montréal a quelque chose d'unique par rapport à Toronto. Tu sais, je suis d'accord. Le latin, le côté latin. Le côté latin. Le cœur de Montréal est plus clair. Le français, toutes les influences. On est moins redneck un peu aussi. Oui. Mais Toronto est intéressante quand même. Toronto est une ville à y aller sans ses préjugés, puis il y a des coins intéressants. Il y a des diasporas de partout dans le monde, au niveau bouffe ethnique. C'est pas juste la ville grise de Bay Street. Il y a quand même des coins de fun. Queen East, Queen West. Tu sais, je trouve que c'est une ville qui gagne à être connue, mais c'est vrai que Montréal a quelque chose de plus, le côté latin. Il manque de frites alors. Ben oui, mais tu devrais, là. Il y a de l'argent à Toronto. Tu sais ça. Oui, non, je sais qu'il y a de l'argent. Un frit à l'heure à Toronto, ça marcherait. Je suis sûr que ça marcherait. Pourquoi tu n'as jamais fait... Je n'ai pas le temps. Bon, donne-moi une raison pour détester, à part les Maple Leafs, pour détester Toronto. Là, tu as 300 raisons pour aimer Toronto. Une raison pour détester Toronto. Hey, c'est une bonne question. C'est un petit quiz pour terminer. Je trouve que c'est... oui, oh boy. T'as peur de Ben, il manque... T'as peur de ne pas être politically correct et qu'on te garoche des roches la prochaine fois que tu vas y aller? Regarde, c'est plate. Tu sais ce qu'Anthony Bourdin avait dit? Il avait dit le Canada serait au plus sans le Québec, sans le fait français. Ouais. Je dirais ça. C'est juste ce qu'Anthony Bourdin a dit sur le reste du Canada. Bon. Et c'est le Manhattan of the North. Il y en a qui disent. Mais ça n'a pas... Dans le sens qu'il y a de tout. Puis il y a de l'argent, puis il y a Bay Street, tu sais... C'est pas un 24 hours. Mais c'est pas loin, c'est ça. C'est plus comme avant, là, que ça fermait à minuit, puis ça. Bon. On ira ouvrir un frit à l'or. Ça va marcher, ça va faire un tabac. Alors, trouve-moi le spot. Puis on va mettre l'énergie. On va être partner. Ça marcherait, il tripe français. OK, j'ai un nouveau partner pour ouvrir une chose à Toronto. Oui, ça marcherait. Bon, ton dernier livre, 2022, récemment, Mon année à l'étranger. OK. Alors là-dessus, je vais te faire une citation. On va essayer d'y aller rapidement, page 75. Qui n'a pas rêvé un jour de tout quitter pour aller vivre à l'étranger, se retrouver ailleurs devant une page blanche, découvrir une contrée lointaine et inconnue, sauter dans un train sur un coup de tête pour aller explorer un village voisin, louer une motocyclette pour sillonner les roues escarpées surplombant une baie
couleur azur. Prendre le temps de humer les odeurs du marché public, discuter avec des locaux et se faire conseiller le petit restaurant typique à tomber par terre. Décider de s'attarder 2 semaines de plus dans une ville qui, finalement, nous plaît plus que l'on s'imaginait. Puis s'évader de son quotidien. Et là, tu parles de ton cheminement dans ce livre-là, comment tu as décidé à faire un pas pour arrêter tout ce que tu avais ici. Le rat race, là, tu sais, puis le fait que tu étais pigiste et puis que tu étais obligé de te demander comment tu vas gagner ta croûte demain matin, etc., etc. Et au final, tu as dit, finalement, je faisais pas exception. La bonne raison que tout le monde, et c'est ce sur quoi je suis complètement d'accord avec toi et je veux inciter les gens à y réfléchir, qu'on a toujours une bonne raison pour remettre ce genre de projet-là à plus tard. L'argent, le travail, la famille, le confort de son chez-soi, l'inconnu, sauter sans filet, etc. Et tu dis, je ne faisais pas exception. Pour ma part, c'était le travail qui me retenait ici. Et là, après ça, tu as décidé quand même de faire le saut. Et le premier critère que pas le premier critère, mais un des premiers éléments que tu invoques pour avoir osé, c'est tout d'abord la cinquantaine. Oui. Bon, excusez-moi de divulguer ton âge, mais, ou enfin, minimalement ton âge, mais non limitativement. Pourquoi la cinquantaine? Qu'est-ce que la cinquantaine a chez un humain, comme on est tous là, dans... C'est-tu parce que le travail, les enfants, les responsabilités sont un peu tassées, l'hypothèque est un peu plus payée, on a un peu plus les coups des franches, on sait peut-être pas quand on est jeune ce qu'on aime, mais à 50 ans, on sait ce qu'on n'aime pas. Ça fait que ça nous permet peut-être de faire des choix différents, des choix éclairés, des choix plus audacieux. Qu'est-ce qui, pour toi, dans la cinquantaine, a fait sonner le glas de ta sécurité et dire, regarde, je pars pour 1 an, merci, bye? Bien, l'urgence, moi, c'est drôle parce que la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, pour moi, ça n'a rien été. Il n'y a eu pas de midlife crisis ou de crise de la vingtaine, trentaine, quarantaine. C'est un chiffre. Je suis encore jeune. Mais le 50, on dirait qu'il y a un stigma quand même de la cinquantaine. 5-0, tu sais, dans mon cœur, je me sens 28. La chanson de Bryan Adams, 18 till I die, tu sais, je me sens pas le chiffre. Puis quand le chiffre est arrivé au début de la cinquantaine, j'étais comme... Ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais je le remettais tout le temps. Puis là, j'ai fait, non, la vie va trop vite. La vie va trop vite. Puis si je le fais pas là, je le ferai jamais. Puis je vais briser les chaînes de la peur, puis je vais foncer. Puis oui, tu l'as dit, je suis dans un milieu pigiste. Donc, il y avait cette peur... il va falloir que je dise non à des trucs. Est-ce que les gens vont se rappeler de moi quand je vais revenir? L'aspect financier, la peur permanente. Ils s'en sont rappelés quand tu es revenu? Oui, c'est ça qui est bon. mais c'est-tu life? Presque mieux. Life is what happens when you're busy doing other things? C'est un peu ça. Qu'on attribue à tort à John Lennon, mais qui dit il en reste moins en avant qu'en arrière. Bien, il y a ça, là. Je cite des chansons, là, mais Don Henley qui dit You wake up one morning and half your life is gone, la moitié de ta vie. Bien, moi, je pense que c'était vraiment l'urgence. Donc, j'ai fait à 52. Ça faisait depuis que j'avais 50 ans que j'y pensais. Mais à un moment donné, puis je suis vraiment content de l'avoir fait. Puis tu as raison, je pense qu'on... C'est pas pour tout le monde. Je dis pas que c'est pour tout le monde. Je suis dans un milieu où je pouvais le faire quand même. J'avais des ressources, même si elles sont pas énormes, j'avais des ressources. Mais ça coûte pas si cher que ça. Pourquoi c'est pas pour tout le monde, d'abord? Je pense que, il faut... Bruno Blanchet, il est venu ici, Bruno, c'est un vrai, puis il l'a fait à 40. Puis il Bruno, a tout vendu, il a versé à 15 sacs verts. Puis Bruno, il l'a fait vraiment. Je le respecte vraiment pour ça, parce que lui, c'est un vrai. Là. Lui, il est vraiment parti sans filet, puis il y avait... Moi, j'avais encore mon affaire ici que je louais, puis j'avais encore mon confort dans lequel je revenais 1 an après. Lui, c'est un vrai guerrier. Là. C'est le Jedi là, pour moi. Là. Mais moi, j'ai quand même fait 1 an, puis c'est possible de le faire. J'ai pris des pays où, si tu as vu, pas trop cher. J'ai seulement les 2 derniers mois en Europe, mais sinon, l'Asie, le Mexique. Le coût de la vie est moins cher. Je suis pas tant attaché au bien matériel, je fais des blagues, mais dans ma vie, une fois dans ma vie, j'ai une voiture neuve, c'est une Mazda 3 basic. Le reste, c'est des voitures de gazon. C'est celle-là qui t'es encore, là. Donc, je fais des choix très simples, mais j'aime voyager, ça me nourrit, puis je suis très content de l'avoir fait cette année-là, d'avoir combiné justement l'idée aussi de hub, de slow travel, de m'être posé quelque part, puis ça a passé comme ça, puis ça a été vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. Puis il y a des belles photos aussi, quand même. L'histoire est intéressante. Oui, puis beaucoup de photos argentiques. Je fais encore des photofilms. Puis des photos de toi à l'aéroport en 1977, quand tu étais petit cul. Là, bon. Et ça se vend-tu?
Oui, je pense que oui. Je pense que ça va bien. Un autre livre à acheter pour la fête des pères ou pour Noël. Vrai, là, ou pour... Les gens, j'étais au Salon du livre de Québec, puis des maisons d'édition, ils disaient, ils n'en revenaient pas que la qualité du livre pour 29,95. Ils disaient, c'est un livre à 40$ qui se vend 30$. Puis je suis d'accord. L'objet, il est beau. C'est hardcover, les photos, le papier mat, il y a du papier glacé aussi pour les noirs et blancs. Moi, je trouve qu'il est beau, le livre. Je trouve que je suis fier. C'est mon plus beau, c'est mon plus achevé, c'est mon plus intéressant. Plus personnel. C'est parce que c'est ton dernier. Oui, mais. Ça, c'est avant le prochain. C'est sûr, mais je sais pas. Là, pour l'instant, je sais pas si je vais en faire un autre, là, mais il est le fun. Il donne un goût, il inspire. Il y a des réflexions aussi. Je pense qu'il est le plus personnel, le plus honnête. Quand tu es parti pour un an, tu savais que tu ferais ce livre? Non. Non? OK. Peut-être l'idée d'un truc photographique, mais dont il y avait zéro cette idée-là. Je partais pour vivre le moment présent, puis justement pas m'en mettre dans de stress ou de pression. Parce que tu as fait un livre de photos aussi, je pense, hein? C'est photographique, puis j'ai fait des trucs de photos pour certains livres. Je me considère pas un photographe professionnel, mais dans le dernier, je trouve qu'il y a un œil un peu. C'est de famille un peu. Oui, mon père était directeur photo, mon père était très bon photographe. Frère, ta soeur, toute la famille est là-dedans. Je suis moins bon de la famille, mais je suis quand même pas bon. Dis-moi, je regardais avant qu'on entre en onde, les 46 États que tu as faits. On voit que tu as résolument une attirance vers l'Asie. Oui. Est-ce que c'est ton dernier voyage, ça? Récemment, non. Avec la pandémie. Avant la pandémie, ça a été beaucoup l'Asie. Après pandémie, je suis allé au Mexique. Pendant la pandémie, Mexique un peu, États-Unis un peu récemment, et puis Canada. Parce que c'était facile avec la douane et tout ça. Je parlais avec Bruno justement de l'Asie, puis de la façon de vivre l'Asie, puis ce que ça t'apporte comme humain après ça, dans le thinking, dans la tolérance, dans la... Oui. Puis c'est pas à cause des religions, là, mais en général, ça déstabilise un Nord-Américain. Et une des places, moi, où j'ai vécu, j'ai pas vécu, mais visité en Asie, c'est l'Inde, puis je vois pas ça dans ta liste. Non, je suis pas allé en Inde. Est-ce que ça n'a pas donné... Ça fait peur ou c'est ça juste... m'intimide un peu plus. C'est vrai que ça m'intimide un peu plus que d'autres, mais j'espère le faire, mais je l'ai pas fait. Je connais pas du tout l'Inde. C'est pas par aversion ou par... Non, c'est juste du tout. Ça n'a pas donné. Puis finalement, quand j'ai découvert l'Asie à la fin des années 90, ça a été beaucoup la Thaïlande. Maintenant, depuis 10 ans, c'est le Vietnam. Mon gros coup de cœur depuis 10 ans, c'est le Vietnam. J'aime encore la Thaïlande. Puis j'ai fait les classiques, mettons un peu de Chine, Hong Kong, Bali. Mais la Thaïlande, je disais avant ma phrase, c'est comme, je trouve que ça fait du bien à l'âme, parce que c'est comme amener son cœur au garage. Je trouve aller en Asie, il y a quelque chose d'une tolérance, un sourire, moins de méfiance après ma barre. Puis voyager, pour moi, c'est vivre plusieurs vies. Je pensais à ça, je me disais, pourquoi j'aime voyager? Pour moi, voyager, c'est vivre plusieurs vies. Fait que c'est ça que j'aime dans le voyage. J'adore également le Vietnam. Quand je passe dans ce coin-là, je fais toujours un arrêt. J'affectionne particulièrement le Nord, Hanoï, puis jusqu'à Sapa. Là, toi, j'ai pas fait Sapa, mais j'ai fait Dinh Bien, j'ai fait la baie d'Along. Ça, c'est quand même... Quel pays! C'est un pays formidable. C'est mange vraiment... bien, les gens, de résilience. C'est pas cher aussi. Pas cher. Non, c'est formidable. L'Asie, je trouve très dépaysant. C'est comme une autre planète sur notre planète. C'est ce que j'aime aussi. Très dépaysant. Les codes sont différents. Je vais terminer avec un petit quiz rapide. Je me méfie de ces quiz. Non, mais tu as juste 2 choix de réponse. Non, pas la première. L'émission que tu as faite avec le plus petit budget. Europe Express, il y a 20 ans, avec Benoît Roberge, on est partis les deux. On a fait 13 émissions, 13 demi-heures avec des petites caméras DV d'époque, là, la DV, la PD 150, la TRV 900, mini DV. Qualité, c'était boboche au niveau qualité, mais c'était bien le fun au niveau sincérité. Fait que je trouve qu'il y avait un souffle très vrai, mais techniquement, c'était très... Tu regarderais ça maintenant, ça ferait mal au gars de la technique. Il ferait, le projet avec le plus gros budget, c'est celui que tu portes en duo? Le projet, comparé, puis un clin d'œil à ça. Fait que vous verrez ça, puis ça va être à l'automne, en octobre à Évasion, mais je suis vraiment content de ce projet-là, que je fais dans une semaine. Là, je pars dans une semaine. Tu m'as l'air très radieux, très... Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, tu es vraiment sur ton X dans ce que tu veux faire dans la vie? Je pense que oui. Je suis quelqu'un qui sait toute sa vie s'est cherché. Je suis très honnête par rapport à ça. Mais je pense que de partir un an m'a fait du bien.
partir pour mieux revenir. Il y avait ça aussi. Puis quand je suis dans le voyage, je suis heureux parce que je sais que c'est sincère puis c'est incarné. Zéro angoisse pendant que tu étais parti dans cette année-là? Non, pas trop. Sur le retour, mais je suis un gars anxieux dans la vie. Là. Moi, je suis pas le gars... Je suis un gars qui trop souvent pense à hier puis à demain. Mais en voyage, je suis beaucoup plus dans le ici et maintenant. C'est ce que j'aime du voyage aussi. Je suis beaucoup plus collé à... T'es groundé sur ce qui se passe. Oui. Okay. Le voyage me force à ça. Je sais pas pourquoi. Ben, c'est aussi parce que... J'espère que c'est ça que ça sert. Oui, c'est ça. Ça sert beaucoup à ça, en tout cas, pour moi. On jasait de la distanciation que tu as besoin de prendre par rapport à ton milieu pour pouvoir décrocher. Puis les recherchistes parlaient de 21 jours. Que si tu pars moins que 21 jours, tu n'as pas le temps d'assumer tout ça. Je connais pas les cafés comme toi, puis j'ai pas regardé les nombreux... Enfin, j'ai vu les cafés que tu proposes dans ton livre de 2015, mais il est où le meilleur café latte pour nous? Moi, ça peut être snob, il y a un endroit qui s'appelle le Ristretto, avec un 8 qui est pour le Ristretto. C'est comme un jeu de mots, mais il y a un 8 qui fait au lieu du E avant le TT. Là. C'est à Chiang Mai. C'est en Thaïlande, dans le nord de la Thaïlande. Puis le gars, d'ailleurs, qui a ça, maintenant, il y en a quelques-uns à Chiang Mai. On a parlé de lui dans la revue Monocle. Il gagne des concours de barista. Mais le café, c'est tout. C'est que le café, il est bon à la base, mais la façon de l'apprêter, c'est pas juste du latte art. Son café, il est parfait. D'ailleurs, en 2012, je suis allé avec un de mes amis d'enfance, Christian Saint-Denis, puis il a dit, depuis ce temps-là, je trouve que tous les cafés sont mauvais, peu importe où je vais. Mais je dirais le Ristretto à Chiang Mai, en Thaïlande, dans Niman Road, là, qui est comme le coin un peu trendy. Ça coûte 2 piastres rendu là-bas, mais ça coûte 2000 pour aller le chercher, c'est ça? Voilà, exactement. Dis-moi, le café Carema, j'ai vu que c'est quoi un café Carema? C'est juste un café crème? Oui, c'est ça, c'est juste ça sonne. Puis le meilleur café Crema, il est où? Ben, il est où? Dans le Chiang Mai aussi? Mais je dirais qu'en Italie, Chiang Mai pour le latte mais en Italie, je reviens toujours à ça, mais ce qui me fascine de ce pays-là, c'est que dans le restaurant autour de l'autoroute ou à la gare ou à la station... C'est toujours bon. Il y a un minimum. Il y a toujours la bonne machine, il y a un vrai barista. On traite ça sérieusement. Ce qui n'est pas le cas partout sur la planète. Mais mettons, tu vas à Istanbul, le café turc, tu mets ta cuillère dedans. C'est ça. Moi, tu mets ta cuillère dedans, puis elle reste plantée dans le marc dans le fond. Là. Ben, c'est le goût. Les puristes vont dire « Ah, mais tu as vraiment le goût du café. » Mais c'est sûr qu'il y a 10 000 façons de le boire, il y a 10 000 façons de l'apprêter. C'est le fun aussi. Urbain ou campagne? Urbain. Ben, elle va yin. Ta dernière destination, c'était où? Halifax. Ah, mon Dieu, c'est... Mais week-end en c'est avion, presque excitant. avec des... Je m'excuse, ça ne punche pas à la fin de ton podcast. On va couper au montage, on va te donner une autre chance. On va donner une autre chance. OK, l'avant-dernière destination. Je suis allé à Virginie aux États-Unis, qui était mon revenir dans ce pays-là depuis 2 ans, je ne suis pas allé. Virginia. T'es pas inquiet et désolé ou craintif des Américains? Ben un peu. J'ai moins le goût d'y aller. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai moins le goût d'y aller. T'es pas tout ça. Ouais. Ta prochaine destination pour terminer? Ben justement... À part pour le travail? À part le travail, ben... Les deux que je sais, c'est Bangkok, bientôt, et les Pouilles en Italie. Ah, OK. Ça, c'est pas dans le cadre du. Non, les Pouilles, c'est vraiment vacances. C'est juste vacances. Les Pouilles, c'est 15 jours de vacances. Presque du slow travel. À plage, bien manger, bien boire, puis lire. Tirer à blog. As-tu quelque chose à dire à nos amis spectateurs? Non, c'était bien le fun. Écoute, merci beaucoup de ta générosité. Ça faisait longtemps que je t'ai vu, j'étais content de te voir. Oui, mais merci, moi aussi, ça fait longtemps. J'ai été obligé de manœuvrer pour avoir... je trouvais plus ton courriel. Mais on se connaît depuis quoi, 15-20 ans? Oui, dans ton ancienne vie, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Mais ancienne vie, ancien régime, mais bref, on se connaît depuis longtemps. Et j'espère que tout va bien aller pour toi dans ton projet en Thaïlande qui va être diffusé à l'automne sur le canal Évasion, c'est ça? Exactement, en octobre. Et octobre. Ouais. Alors, vous suivez. Je vais donner l'excellent titre, qui est un très mauvais titre, mais ça nous fait rire. Ouais. Tour de Thaï. Comme Tour de Thaï? Ah, tour de Thaï. Mais Tour de Thaï, mais Tour de Thaï. Ah, OK. Mais tu l'écris comment? T-A-I-L-L-E ou T-A-R-R-E? Tour, T-O-U-R, de Thaï, comme Thaïlande, Thaï. Ah, Thaï, OK. Tour de Thaï. Je viens de la poignée. Okay. Il fallait que tu me l'épelles. Moi, j'étais un visuel. Voilà. Alors, merci beaucoup, Jean-Michel, et on se rejoint pour un prochain épisode avec Sarto Blouin.